Je pense qu'on peut renouer et parler de l'importance stratégique de la mer Noire sur l'agenda de l'UE. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Stimați colegi, Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur pour moi d'ouvrir les travaux de la deuxième session de la conférence interparlementaire, l'importance stratégique de la mer Noire sur l'agenda de l'UE. La région de la mer Noire est une priorité du mandat de la Roumanie à la présidence par son potentiel sur le plan de l'énergie, les transports, le commerce, l'environnement et sa dimension de sécurité et coopération militaire. C'est le but pour lequel on a choisi ce sujet pour cette deuxième session. Le contexte de sécurité de la région met en exergue l'émergence de risques et de menaces atypiques qui demandent l'existence d'instruments adaptés. À l'appui du choix qu'on a fait, s'inscrit la déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a annoncé mi-février que l'Alliance prend en compte la consolidation et une présence plus marquée à la mer Noire. Il y a une semaine, une conférence au sommet du format B9. La déclaration commune des États participants a souligné l'importance de la présence avancée de l'OTAN de la mer Baltique à la mer Noire. Maintenant se déroule l'exercice multinational Poséidon 19, plus de 1300 militaires de plusieurs États membres de l'OTAN déroulent des manœuvres militaires dans les eaux territoriales de la Roumanie et dans les eaux internationales dans le bassin à l'ouest de la mer Noire. Ce sont seulement quelques exemples de la revitalisation de la tension en vue d'une meilleure coopération régionale pour accroître le climat de sécurité et de stabilité. Pour la Roumanie, l'objectif principal est de promouvoir une implication plus marquée de l'UE dans le dialogue stratégique régional et la coopération de l'UE avec ses partenaires stratégiques dans des questions de sécurité et pour la prévention et le solutionnement des conflits dans la région de la mer Noire en conformité avec la loi internationale. Enfin, de mes mots d'introduction, j'ai le plaisir d'introduire le modérateur de cette session, M. Yulian Kifou, le président du Centre pour la prévention des conflits et d'alerte. Avec nous se retrouve M. Ioan Pașcu, le vice-président du Parlement européen, membre de la Commission des Affaires étrangères et membre de la sous-commission Sécurité et Défense. Ensemble avec M. Gabriel Lech, le ministre de la Défense nationale, et M. Sorin Ducaro, je vous souhaite plein succès et je vous remercie. Je vais inviter les intervenants de respecter les 10 minutes pour avoir assez de temps pour les débats. N'oublions qu'à 3 heures, il y a l'intervention de la déclaration de Mme Federica Mogherini. Et maintenant, la première intervention de M. Ioan Mircea Pașcu, mon ancien professeur et maintenant collègue à l'École nationale. Votre Excellence. Thank you very much. Toute conférence dédiée à la sécurité en Roumanie, bien sûr, discute ce sujet de la mer Noire également.
Et nous allons respecter la tradition. Et maintenant, nous nous occupons de la région de la mer Noire. Je voudrais vous partager quelques idées. L'UE est devenue une structure voisinant la mer Noire à cause de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Bien sûr, cette mer a été le point de contact de plusieurs civilisations. C'était un pont entre les civilisations européennes et celles de l'Asie. Et inévitablement, la mer a constitué le point, l'intersection des conflits de plusieurs empires. La Turquie, la Russie ont mené plusieurs guerres dans cette région. Et bien sûr, le chemin par lequel les troupes avançaient, c'était soit par les Caucases ou par les principautés roumaines. Maintenant, la région réjouit d'une nouvelle importance socio-économique. Dans le passé également, vous savez bien qu'il y avait la guerre de la Crimée parce que l'Empire britannique voulait importer plus de céréales et voulait une voie directe. Et les conséquences de la guerre ont suggéré l'évolution. Et le transfert des ressources d'énergie des Caucases vers les consommateurs à l'ouest. Et on devrait également mentionner la richesse en gaz. Et la mer Noire est considérée la nouvelle voie de la soie. Et cela vous illustre l'importance de la région. Après 2014, quand la Russie a annexé illégalement la Crimée est devenue une zone de militarisation extrême, un point de désaccord entre l'Europe de l'Ouest et l'Est. Et n'oublions que la présence russe à l'est de la Méditerranée passe par la mer Noire. UE est devenue voisine de la mer Noire en 2007. Et la synergie de la mer Noire était moins une stratégie qu'une façon de démontrer que c'est une zone de connexion avec d'autres régions. Il y a eu une richesse de substances ajoutées. Si quelqu'un nous demande quels sont les résultats de la synergie de la mer Noire, on peut très bien passer en revue plusieurs idées. Après ce qui est arrivé à la mer Noire avec l'annexation de la Crimée en 2014, l'OTAN a commencé à assurer l'alliance sur son avenir et puis prendre des mesures pour faire une différence. L'OTAN était le point de lance, mais l'UE suivait. N'importe quelles sont les évolutions dans d'autres régions, l'Europe doit faire attention, grande attention du point de vue de la sécurité et de la défense parce que c'est le point d'articulation entre les menaces à l'est et les menaces au sud de l'UE et inclut la migration parce qu'il y avait ce chemin, cette voie utilisée récemment
récemment par les immigrants. C'est un point de pression qui demande de la part de l'UE d'utiliser toute la palette de ces ressources, la prévention, la gestion des crises et les moyens militaires qui ne peuvent pas être exclus quand on s'occupe des problèmes de la mer Noire. Et il y a les réverbérations tout autour de l'UE. Un dernier point, la mer Noire est directement liée au Danube. Le Danube étant la plus longue rivière de l'ouest vers l'est. Et c'est très important. Il y a eu les conflits en Yougoslavie. Maintenant, la rivière est entièrement ouverte. Nous avons, du point de vue économique, deux zones. Une qui est très active à l'ouest. Et il y a la connexion avec le Rhin et puis la partie basse de la rivière que nous devons accélérer du point de vue du développement économique puisque c'est le chemin fluvial le plus long en Europe. Je vous remercie. Thank you very much. Merci, Votre Excellence. Alors, voilà, nous avons pu entendre quelques contributions sur la statut des institutions riveraines à la mer Noire. Et on a parlé de la responsabilité qui revient à l'Union européenne et de la militarisation de la Crimée après l'annexion de cette péninsule, mais aussi des développements sur la présence russe dans la Méditerranée orientale. Alors, la question se pose si la mer Noire est un pont ou une zone de frontière. Entre-temps, je voudrais inviter l'intervenant suivant, son Excellence, M. Gabriel Benjamin Lech, ministre roumain de la Défense. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Thank you. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation de m'exprimer pendant cette session. J'ai l'honneur de partager le temps de parole avec M. Pașcu, M. Ducaru et M. Chifu. Et merci aussi de l'introduction faite par le représentant du Sénat, M. Brăiloiu. J'ai l'honneur de parler d'un thème qui est très proche de nos cœurs, à savoir la mer Noire et l'importance de la mer Noire pour l'agenda de l'Union européenne. En tant que représentant du ministère de la Défense, je vais me concentrer sur les aspects de sécurité et de défense qui touchent à la mer Noire. Nous le connaissons tous, la perception européenne du contexte de sécurité de la région a changé de manière spectaculaire ces 5 dernières années, peut-être plus que dans les 30 dernières années. Il est devenu clair que la région élargie de la mer Noire continue de représenter une zone de confrontation entre les intérêts géopolitiques du monde occidental et ceux de la Fédération russe. L'implication de la Fédération russe dans la crise ukrainienne représente une dégradation forte de l'état de l'ordre européen avec un effet international le plus important depuis la fin de la guerre froide, ce qui montre d'ailleurs les intentions de Moscou qui se fondent sur le pouvoir militaire classique et la guerre hybride, dont le but est de rétablir sa sphère d'influence. L'influence la plus importante pour la sphère de sécurité est la nouvelle approche assertive de la Russie et le côté agressif envers ses voisins et l'Union européenne. L'annexion illégale de la Crimée par la Fédération russe et le fait de se mélanger dans le conflit en Ukraine change de manière importante les réalités stratégiques de la mer Noire et pose des menaces pour les États riverains. Les tensions de sécurité entre l'Ukraine et la Russie et la capture de vaisseaux dans l'étoile de Kerch montrent également les menaces et les défis. La région de la mer Noire est très importante pour l'Europe en tant que carrefour principal et route où les corridors nord-sud et est-ouest se rencontrent.
Le contrôle sur la mer Noire offre la possibilité de projeter un pouvoir sur le continent européen, autant dans les Balkans et l'Europe centrale que dans la Méditerranée orientale, le Caucase du Sud et le Moyen-Orient du Nord. La sécurité roumaine a été liée à sa position géographique en tant qu'État riverain de la mer Noire et son profil stratégique ne saurait être séparé de celui de la mer Noire. C'est pourquoi nous croyons que c'est notre responsabilité, à côté des autres États riverains, de contribuer à la stabilité et la sécurité de la région de la mer Noire, qui représente une condition importante pour un développement de durée dans la région, par le biais de la coopération et inclusion. Mesdames et messieurs, je crois que vous êtes d'accord sur ce que les défis les plus importants pour l'architecture de sécurité de la région interviennent dans cette région. Le conflit russe avec la Géorgie en 2008, l'annexion illégale de la Crimée en 2014, les activités agressives dans l'Ukraine orientale. La stabilité de l'Europe et de la communauté internationale au large ne saurait être traitée ou vue de manière séparée par rapport à la mer Noire. C'est pourquoi nous considérons que c'est important d'avoir et de promouvoir des visions et des approches communes des éléments spécifiques de la mer Noire en essayant d'accroître la présence alliée européenne dans la région. Nous croyons que l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne et le fait de soutenir leur politique de paix, stabilité et développement ont introduit un large projet de développement et modernisation dans la région. C'est pourquoi nous promouvons de manière active l'importance stratégique de la mer Noire dans les cadres des coopérations avec les alliés et au sein de l'Union européenne. Cela met en évidence le besoin d'instruments adaptés pour la consultation, le dialogue et la gestion des crises. On a besoin de coopération internationale, de partenariats étroits avec les organisations internationales et les pays intéressés dans la région. Beaucoup de travail a été fait dans le contexte de l'OTAN et il y a des instruments de découragement, mais l'Union européenne continue d'avoir la possibilité de contribuer avec plus d'instruments et de combiner de manière efficace l'action civile et militaire. Elle est la mieux équipée pour offrir une perspective pour un futur paisible, démocratique, stable et prospère pour la région. Elle peut et doit faire plus, mais pour ce faire, nous devons passer à travers cette approche fragmentée que l'Union européenne avait par rapport à la mer Noire. Et nous avons besoin d'une vision stratégique européenne pour la région. Il y a plusieurs domaines d'intervention à cet égard. Permettez-moi d'en souligner quelques-uns, de parler de quelques étapes pragmatiques qui pourraient nous permettre d'avancer. Tout d'abord, la mise en œuvre de la stratégie de sécurité maritime de l'Union européenne et l'adaptation des actions aux spécificités de la mer Noire. Cela devient critique et jusqu'à présent, nous avons enregistré trop peu de progrès et trop lent. Il y a la possibilité de faire des exercices de sécurité maritime avec des pays tiers, d'accroître l'interopérabilité avec les missions et les opérations à la mer Noire pour donner une réponse dans une zone où il y a l'instabilité qui peut affecter l'Union européenne et les intérêts stratégiques des États membres. Et cela nous permettrait d'accroître les capacités des cadres qui opèrent dans la région et contribuer à nos besoins de développement. Ensuite, on doit se concentrer plus sur la mer Noire si, en effet, nous voulons que la stratégie maritime de l'Union européenne pour la mer Noire garde son importance pour la région. Il s'agit également d'une coopération renforcée, du partage d'informations, ce qui mérite plus d'attention à l'échelle de l'Union européenne. Nous avons fait beaucoup de choses avec des initiatives comme le partage d'informations et Mansour, mais nous devons améliorer et ajuster la manière dont cela s'applique à la mer Noire. Le soutien pour les États qui doivent se rendre compte plus de l'importance de la mer Noire reste important. Troisièmement, le développement de la contribution de l'Union européenne permettrait d'accroître la durabilité des États et régions riveraines
et leur permettre de résister aux agressions. Et cela permettrait à l'Union européenne de dépasser ces défis. Nous croyons avoir enregistré de bonnes évolutions pour accroître notre capacité à se confronter à de telles menaces. Le dernier exercice, déroulé en 2008, s'est concentré sur un scénario hybride et a généré d'importantes leçons qui pourraient être utiles pour cet effort appliqué dans la mer Noire, à savoir l'engagement de nos partenaires dans la région qui devrait être considéré pour de futurs exercices. Et des scénarios devraient se concentrer sur cette région. Le centre d'excellence hébergé par nos amis finnois à Helsinki représente un modèle qui pourrait être employé par l'Union européenne et les États membres à la mer Noire pour répondre aux menaces hybrides. En quatrième place, la communication stratégique. L'Union européenne devrait rester visible et parler à haute voix de ses intérêts dans la région, comme Mme Mogherini l'a montré après l'agression. Il s'agit d'une mer européenne. La direction est positive. L'organisation de Stratcom est une avancée importante qui permet de présenter les positions de l'UE devant les campagnes de désinformation menées par la Russie. Les résultats de ces travaux sont visibles. La promotion des politiques de l'Union européenne envers le partenariat et l'amélioration des capacités de l'Union européenne de projeter et répondre aux activités de désinformation sont vitales si nous voulons que le projet de l'Union européenne soit attrayant pour les citoyens des pays de la mer Noire qui veulent se joindre à l'Union. Je voudrais conclure en disant qu'il n'y a pas de doute sur l'importance stratégique de la mer Noire pour l'Union européenne. Les travaux des 2 dernières années et demie permettent de consolider le profil pour la sécurité et la défense et offrent la base de renforcer l'approche de l'Union pour la région. L'Union européenne peut ajouter une grande valeur à ces processus en train de se développer, y compris dans les zones de sécurité et défense. La nouvelle approche de coopération promue à l'échelle européenne et grâce aux initiatives comme PESCO, CARD et au Fonds de défense européen peut permettre à l'Union d'avoir une meilleure réponse aux menaces et défis qui se manifestent dans la zone de la mer Noire. L'action de l'Union européenne ne devrait pas être vue comme un doublement de l'activité d'autres organisations présentes dans la région, mais elle doit bien être cohérente et coordonnée. Des actions étrangères de l'Union européenne peuvent encore se passer et il y a trop peu d'exemples concrets. Nous sommes intéressés de faire beaucoup plus de progrès pour positionner la mer Noire sur l'agenda européen et on devrait commencer en développant une vision stratégique européenne pour cette zone. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était en effet une présentation détaillée du domaine de la sécurité à la mer Noire. La perception des menaces qui viennent de l'Est envers la Roumanie, le pouvoir militaire classique, la manifestation du pouvoir russe et les changements des dernières années à partir de la Crimée et du détroit de Kerch ou la militarisation de la mer d'Azov sont autant de points importants. Nous avons compris que vous avez proposé une stratégie pour la région élargie de la mer Noire et de mettre en avance un cadre plus large. Merci beaucoup. Permettez-moi maintenant d'inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sorin Ducaro, directeur du Centre satellitaire de l'Union européenne, un proche et très cher ami. Vous avez la parole. Thank you very much. Merci à tous. En effet, j'ai l'honneur de vous adresser la parole. Permettez-moi de dire tout d'abord quelles sont les clarifications. Je viens d'être nommé au début de la semaine comme futur directeur du Centre satellitaire de l'Union européenne et je vais commencer mon travail dans quelques mois. Je voudrais contribuer, grâce à mon expérience comme assistant du secrétaire général de l'OTAN pour le défi de sécurité émergent. Je voudrais partir de la présentation faite par l'intervenant qui vient de me précéder et de présenter donc quelques aspects concrets et faire des suggestions. Bien sûr,
pour tous ceux qui vivent dans la région, la mer Noire représente un élément géostratégique important. Et il en est de même pour les Roumains. C'est pourquoi je voudrais vous demander de commencer par un exercice qui est un certain lien avec ma future mission, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble du satellite, puisqu'on parle des constellations et des satellites. Donc de prendre en compte le contexte de toute l'Europe, voire plus, la région de la Méditerranée et les perspectives euro-asiatiques. Si nous prenons un tel regard, grâce à l'altitude, cela nous permettra de comprendre, même si on est influencé par la Scandinavie ou par d'autres péninsules, dans cette place, des plaques stratégiques, tectoniques, se rencontrent, à savoir le monde européen et transatlantique, là touche le monde asiatique, la Russie qui apparaît à l'est, avec les défis qui apparaissent du Moyen-Orient, avec les conflits, la migration, la contrebande, et ainsi de suite. Avec cette vue, on peut se rendre compte que la relevance stratégique de cette région est très importante. L'un des arguments a d'ailleurs été présenté par M. le ministre Pașcu, qui concerne le point d'interrelation entre les menaces venant de l'Est et du Sud. C'est pourquoi on doit prendre en considération la relation entre la mer Noire et la Méditerranée, puisque d'autres le font ainsi. Il s'agit là, en l'occurrence, des Russes. Il s'agit également des connexions entre la mer Noire et la région des Balkans. Vu qu'il y a plein d'éléments de test auxquels on pourrait penser. Ce qui plus est, on ne saurait penser de manière déconnectée, puisqu'il y a une approche géopolitique, une approche géoénergique. Il y a des gains de sécurité, gains d'énergie. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'en effet, la mer Noire est vue comme étant une partie intégrante de la route de la soie moderne. Et telle est la vision de nos partenaires chinois. Dans le jeu de l'énergie, il ne s'agit pas seulement d'une route alternative, mais tout simplement d'une source alternative d'énergie. En dehors de cela, je voudrais aussi vous inviter à vous rappeler le fait que nous vivons une période de combinaison entre des menaces qui émergent et des menaces qui émergent à nouveau. D'un côté, des manifestations traditionnelles du pouvoir avec de nouvelles stratégies tactiques ou par le biais de nouveaux instruments qu'on pourrait appeler des stratégies hybrides ou des confrontations hybrides, ce qui nous fait vivre une zone où tout se transforme en armes. Il ne s'agit pas seulement des éléments classiques, des capacités classiques de confrontation. On doit garder à l'esprit le fait que cette zone représente déjà depuis une certaine période, avant la crise de Crimée, depuis la Géorgie en 2008, représente donc une sorte de polygone, une sorte de zone de test pour ces nouvelles techniques qui ont été appliquées ailleurs en Europe ou outre-Atlantique. Par la suite, tous ces aspects-là représentent autant d'éléments convaincants qui nous font regarder cette zone avec cette vision stratégique européenne ou par le biais de cette lentille. Vu le motto de la présidence roumaine du Conseil, qui porte sur la convergence et la solidarité, je vous rappellerai que nous devrions penser à la solidarité et la convergence qui sont en étroit lien avec la sécurité et qui devraient nous permettre de considérer les complexions du contexte sécuritaire avec toute la géographie de l'Union européenne et cette zone de convergence entre les menaces qui viennent de l'Est et ceux qui viennent du Sud. Hard power, le pouvoir fort, compte.
C'est pourquoi l'OTAN a entrepris des pas pour assurer la région et pour également construire un équilibre plus fort entre la dimension du Nord et celle du Sud, sans faire autant de distinctions entre la présence renforcée et la présence ajustée, pour éviter le moment où la mer Noire est perçue comme un point vulnérable du flanc oriental. Je voudrais également suggérer que, en dehors de l'importance de la présence et des capacités du pouvoir traditionnel, on doit également penser à d'autres choses pour passer au-delà de ces problèmes analogues, au-delà des menaces qui portent sur l'information par Internet, de la guerre d'information, et prendre en compte l'intelligence artificielle, le réseau 5G et ainsi de suite, afin d'employer tous les instruments développés de l'Union européenne et qui puisent dans des ressources très ambitieux du Fonds de défense ou des programmes spatiaux de l'Union européenne. Nous devrions penser aux mécanismes de l'Union européenne, aux mécanismes des agences qui devraient leur permettre d'avoir une approche coordonnée et cohérente pour la région. J'appellerais cela une vue d'un cadre interagence de l'Union européenne qui pourrait rajouter de la sécurité pour la région. Je voudrais également souligner la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Pendant quelques années, cela se fonde sur un instrument politique et stratégique, la déclaration commune du sommet de Varsovie, mise à jour à Bruxelles, un sommet déroulé l'année passée. Cela nous offre une bonne occasion pour la synergie et le caractère complémentaire des deux organisations. En cela, une combinaison de pouvoir dur ou fort, de pouvoir intelligent et de pouvoir en douceur peut être présent. Et je dirais que on peut même avoir certains avantages comparatifs. Cela nous serait utile et une coordination des approches stratégiques entre l'UE et l'OTAN serait utile, tout comme pour les politiques, pour les livres d'opération, le développement des capacités et bien sûr la communication stratégique. Je m'arrête là pour permettre également du temps pour les autres interventions et pour les questions. Je vous remercie de votre intérêt. Merci, ambassadeur Ducaro. Merci pour nous avoir repris en mémoire que le pouvoir en force est important. Et bien sûr, la coopération et l'unité doivent être parmi les idées les plus importantes. Et maintenant, nous avons plusieurs minutes, environ 50 minutes. Vous êtes les participants les plus importants au débat. Et maintenant, j'invite M. Andrea Orsini. Comme nous avons déjà annoncé, la personne qui parle doit presser le bouton pour parler. Et puis, M. Paul Johnson aura la lumière verte pour montrer qu'il est le suivant. Oui, vous avez la parole. Je vais m'adresser à vous en italien. Alors, je vous invite à utiliser vos casques, vos écouteurs. Merci. J'ai le sentiment d'un déjà-vu parce que j'ai visité la Roumanie il y a 30 ans. Maintenant,
quand je regarde le drapeau roumain sans le symbole en plein milieu, et ce drapeau, ensemble avec celui de l'UE, nous démontre que l'histoire a vraiment évolué. Il n'y a plus le trou en plein milieu du drapeau. Je remercie la présidence roumaine pour l'excellente organisation de cette conférence. Cette deuxième session me donne l'occasion de dire que la situation géopolitique autour de la mer Noire est un exemple qui démontre la convergence de la politique étrangère et la politique de sécurité également, que la politique de la défense sont d'importance vitale pour que l'UE soit crédible. La politique, moi, je viens d'un pays de la Méditerranée, alors je peux dire que nous devons prendre en compte le Sud et l'Est également. La solidarité devrait caractériser les relations avec les pays à l'est de l'UE. Nous devons prendre en compte tous les besoins de tous les citoyens à l'est, au sud également, parce que les problèmes sont toujours liés. La mer Noire est un carrefour de tous ces problèmes. C'est la plaque tournante de toutes les préoccupations. C'est comme si on parlait d'un éléphant qui se trouverait parmi nous, c'est-à-dire la Russie. Mais il y a également le problème sérieux des relations avec des voisins bien difficiles, comme par exemple la Turquie. La Turquie a ses propres problèmes. Le pays a raté l'occasion d'adhérer à l'UE et maintenant marche à rebours plutôt qu'en avant. Il y a d'autres problèmes comme l'immigration, et tous ces problèmes ont un impact sur la mer Noire, dans la région de la mer Noire. Les drapeaux de la Roumanie, de l'UE et de l'OTAN, 3 drapeaux présents ici dans la salle. Aucun autre pays ne peut mieux démontrer que les politiques de l'UE et de l'OTAN sont complémentaires. Ces politiques doivent être complémentaires, doivent aller la main dans la main. Il y a eu des malentendus dans le passé sur l'intégration militaire européenne, et la défense commune a été perçue comme une alternative à l'alliance de l'OTAN, mais c'est pas correct. Et je dirais que des pays comme la Roumanie, qui se trouvent à l'avant de tous les efforts, puisque la Roumanie est située dans cette zone essentielle, la Roumanie pourrait très bien contribuer, et la présidence détenue maintenant par la Roumanie jouera un rôle très important. Merci pour vos mots à l'adresse de mon pays. Et maintenant, j'invite M. Paul Johnson à nous adresser la parole. Oui. Monsieur le Président, je viens de la mer Baltique et je suis surpris par les similarités et les défis similaires. Nous sommes des routes de transit pour l'énergie. Nous sommes confrontés avec le fait que Kaliningrad est l'une des régions les plus militarisées au monde. Il y a plein de similarités entre nous et les défis nous sont communs. La région de la mer Noire, la Suède et la Finlande ont signé un accord d'entraide, et
les pays sont en partenariat avec l'OTAN. Nous devons nous rappeler que la primauté de l'OTAN est essentielle pour notre génération et nous ne l'oublions pas. Il y a une bonne coopération entre l'UE et l'OTAN pour les menaces hybrides, par exemple. Nous ne devons pas penser à une concurrence, une compétition entre les deux. La sécurité est essentielle. Maintenant, question pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui travaille sur les deux régions pour faire une comparaison et peut-être faire noter les différences entre les deux régions parce que les jeux se font maintenant. Je voudrais bien savoir s'il y a quelqu'un qui s'occupe de ce problème. Monsieur Pachkou, professeur Pachkou, vous avez... Eh bien, je vous remercie. Il y a plusieurs années, dans les années 80, j'ai fait une comparaison entre les pays baltes et la mer Noire. Je suis vraiment convaincue de la valeur d'une comparaison. C'est comme si on regardait deux écrans en même temps. Pour l'instant, nous sommes dans des circonstances où l'attention accordée aux pays baltes, les pays baltes n'ont pas le temps ou l'avantage de réduire du temps s'il y a une attaque. Et la mer Noire, l'attention pour cette région n'était pas si aiguë que pour la mer Baltique. Mais la Crimée est dans la mer Noire et toute l'attention de tout le monde s'est concentrée sur cette région tout d'un coup. Et maintenant, on redresse l'équilibre, on rétablit l'équilibre, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point où on a les deux écrans également soutenus, ni à l'OTAN, ni au sein de l'UE. Et nous devons reconsidérer et penser dans le même rythme, même pour cet aspect de l'énergie, la présence de la Russie dans les deux régions et le comportement, l'attitude de la Russie dans la mer Balte et la mer Noire. C'est une zone, la zone de la mer Noire, cette région est une région où la géologie, la géopolitique et la géoéconomie coïncident parce que nous avons ici des plaques tectoniques en collision, pas en collusion, en collision. Et nous avons des tremblements de terre dans cette région assez fréquemment. Je vous invite à penser quelles sont les interrelations entre les trois. Monsieur Joël Guerriot, je crois que c'est comme ça, de France. Je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Tout d'abord, je voudrais saluer l'initiative que vous prenez de modifier le fonctionnement de cette deuxième session en laissant le temps nécessaire à la prise de parole des parlementaires ici présents par rapport à la première session où nous n'avons pas pu nous exprimer comme nous l'aurions souhaité. Tout d'abord, je voudrais vous dire que notre délégation salue et partage la volonté de la présidence roumaine de consacrer une attention particulière à la mer Noire durant sa présidence du Conseil. D'une part parce qu'il s'agit d'une des portes de l'Europe. 5 des 6 États du partenariat oriental se trouvent dans la vaste région de la mer Noire. L'Union européenne doit rester donc une force motrice pour la poursuite des réformes. La synergie de la mer Noire est un volet de la politique européenne de voisinage. Elle doit être relancée et approfondie pour éviter la fragmentation et créer un véritable ciment régional, ce qui nous renvoie à la première session. La mer Noire est une zone de défi et d'intérêt pour l'Union européenne par son potentiel, comme vous l'avez dit, dans la circulation des ressources énergétiques, par les enjeux liés aux migrations et à la sécurité maritime.
Nous pouvons, de manière ciblée, pragmatique, apporter une réponse européenne et nous le devons à ces enjeux. D'autre part, chaque intervenant l'a rappelé, le changement de l'environnement sécuritaire en mer Noire mérite toute notre attention. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, nous avons assisté à un renforcement important des capacités militaires russes en mer Noire. Et cette situation est source de tensions inquiétantes, ainsi que l'ont montré les incidents de novembre en mer d'Azov. La France a, de concert avec ses partenaires européens, exprimé sa vive préoccupation et réaffirmé son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui est un partenaire important de l'Union et que nous ne devons absolument pas abandonner. Afin d'agir efficacement dans cette zone, nous devons maintenir le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la région, notamment bien sûr avec nos voisins russes et turcs. Voilà là des enjeux et nous comptons bien sur l'Europe pour y contribuer efficacement. Merci. Merci beaucoup. J'inviterai directement, ou vous voulez intervenir, je vous en prie. You are right. I think you know that. Vous avez entièrement raison. L'une des explications pour laquelle la mer Noire a été bien restreinte, c'était à cause de cette menace de la Russie. L'UE préférait garder sa distance ou son équidistance. Mais si on analyse la Turquie et puis la Russie, on note tout d'un coup que du point de vue de l'évolution historique, il y a eu une compétition, un combat aigu. En même temps, n'oublions pas qu'il y a plein de calculs faits par les deux pays. Il y a également des attentes différentes pour les deux pays. C'est pour cela que leur comportement dans cette région est bien différent. Et un pays important comme la France, un pays important en soi et également en tant que membre de l'OTAN, fait attention à cette région est bien important pour nous. Choprade de l'Union européenne. Oui. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier la présidence roumaine pour l'excellente organisation de cette conférence. C'est un autre point de vue français qui va s'exprimer. Nous sommes un pays avec des points de vue variés et c'est bien qu'on puisse les exprimer dans ce débat. Moi, je dirais que si nous réfléchissons sur la géopolitique de la mer Noire, nous avons effectivement un exemple typique d'une zone tectonique, d'une zone de friction géopolitique depuis longtemps. Et la question est au fond de savoir si nous voulons que cela reste une zone de friction géopolitique ou si nous sommes capables de dépasser ces oppositions avec notre voisin russe. L'Union européenne construit sa politique et elle se dirige peu à peu, et je m'en réjouis, vers une Europe puissance. Il faudra qu'elle puisse rééquilibrer sans doute à un moment donné sa relation avec son allié et ami américain pour créer de grands équilibres sur le continent eurasiatique. La mer Noire est une zone extrêmement importante, ça a été rappelé, pour des questions d'énergie, des questions de migration, etc. Mais si nous prenons un peu de hauteur et que nous réfléchissons au fait que la Chine a inscrit la mer Noire sur ses étapes de son grand projet des Silk Roads, des routes de la soie, nous pouvons penser que la Chine pense aussi, au-delà de ce soft power des routes de la soie, à ouvrir des facilités un jour navales, portuaires, militaires dans ces zones. Et c'est là où je veux en venir. L'avenir, c'est aussi de se poser la question d'une mondialisation à dominante chinoise. Avons-nous intérêt à entretenir des rivalités sur le continent européen avec notre voisin russe, alors que se profile à l'horizon une autre mondialisation, peut-être moins douce que celle menée par les États-Unis et qui sera celle de la Chine. Donc je vous invite à réfléchir à cette vision, parce que j'ai l'impression que nous n'arrivons pas à sortir de l'opposition. Faut-il être du côté des États-Unis? Faut-il tendre la main à la Russie? Et moi, je crois que l'histoire est là et que nous devons travailler avec nos voisins. On ne peut pas échapper aux fondamentaux géopolitiques.
Les Russes ont quelque chose qu'on appelle depuis le XVIIIe siècle la poussée vers les mers chaudes. Ils ont besoin de cet accès stratégique. Bien sûr, il faut respecter la souveraineté de ses voisins, nous sommes d'accord, mais on ne pourra pas aller à l'encontre de cette histoire et il faut la respecter. C'est la remarque que je voulais faire. J'ajouterai une question un peu différente. En 2019, l'Union européenne va définir sa stratégie par rapport à l'Asie centrale. Je voulais poser à nos intervenants la question du rapport entre, la manière dont ils voyaient le rapport entre la mer Noire, la mer Caspienne et l'Asie centrale. Comment pense-t-il cette connectivité dans le cadre de l'Union européenne? Et sans doute les intervenants qui travaillent sur la définition de la stratégie vis-à-vis de l'Asie centrale pourront y apporter une réponse. Merci. Merci beaucoup. Sorin, tout d'abord, ambassadeur Ducaro. Merci beaucoup. Thank you. This is a really C'est une très bonne question parce que au-delà des régions européennes ou géographiques, je suis d'accord avec vous qu'il y a ce phénomène de mondialisation à la chinoise. J'ai déjà mentionné dans l'un des points de mon intervention que la mer Noire est une partie de la route de la soie du point de vue des investissements également. Et non pas seulement cela, mais l'accès donné par cette région à l'Europe, à l'Europe centrale et aux régions voisines. Les nouvelles technologies pour lesquelles la Chine veut se positionner en pointe de lance, et nous nous retrouvons seulement au début de ces débats. Et cette perspective doit être prise en compte. Et un autre point sur les faits, sur l'évolution historique, les intérêts russes dans la région de la mer Noire, l'avancée vers les mers chaudes. Oui, cela existe toujours. Cela fait partie d'une stratégie à long terme, mais nous devons également nous rappeler et rappeler à nos partenaires, y inclut la Russie, que c'est le moment d'une sécurité en coopération. La sphère d'influence doivent se manifester sous la forme du respect pour les frontières et les intérêts de tous les États qui font partie de la région. En effet, c'est une bonne question. Qu'est-ce que cela veut dire l'amitié avec la Russie ou envers la Russie? D'habitude, quand on parle d'amitié, on pense à l'amour et l'amour doit trouver sa réponse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous savez que à travers l'évolution historique, on peut beaucoup en parler en fait. Je suis quand même tout à fait d'accord que nous devons parler les uns aux autres. Des fois, en parlant, on se clarifie les intentions, ce qui est une bonne chose. Je voudrais également souligner un autre point. Vous avez vu que le représentant du directeur d'action étrangère s'occupe de l'Europe et de l'Asie. Donc, voilà, au moins du point de vue de l'organisation, ces deux zones sont réunies. Si on parle de l'Europe, on regarde à l'est et on regarde vers l'Asie centrale. Il y a des ressources d'énergie. La mer Noire permet la transportation de ces ressources. Il y a également un autre élément qui vient d'être mentionné, à savoir la route de la soie qui arrive à la mer Noire.
je ne suis pas si sûr que les Russes seraient si heureux que cela si la route de la soie continuait vers la Roumanie, pour ainsi dire, pour ne prendre qu'un exemple. N'oublions quand même pas le fait que la route de la soie traverse des zones qui continuent d'être importantes pour la Russie et inévitablement, les Russes ont un mot important à dire à cet égard. En effet, il y a des possibilités, mais on doit penser de manière plus claire à faire transformer en réalité cela. Merci. Merci. J'invite le locuteur suivant, M. Sven Koopmans. Je vous remercie. J'espère que vous en entendez. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de la Défense et pour M. Ducaro. J'ai fait attention à deux aspects. On a dit qu'on vit dans un temps où tout se transforme en armes. Et puis, vous avez mentionné que la mer Noire est employée en terrain de test. Nous avons vu surtout à l'est de l'Ukraine l'emploi de drones pour le combat. Et puis, en Yémen, l'emploi de drones qui portent des explosifs pour des missions militaires et pour des opérations terroristes. Alors, je me pose la question suivante. Est-ce que l'Union européenne est en train de concevoir une stratégie qui réponde à ces menaces de drones explosifs et de vers ou de drones dangereuses? Alors, pour le ministre de la Défense, je voudrais savoir si la Roumanie est en train de développer des contre-mesures. Thank you, sir. Sorin, ambassadeur Ducaro. Merci. Je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur Ducaro. En effet, lorsque j'en ai parlé, je faisais référence à certains aspects dont l'un porte sur les drones, en effet. C'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Et puis, quand il s'agit de la transformation en armes, j'ai pensé au fait que l'information, sous toutes ses formes, se transforme en armes. Si on parle de fake news, des nouvelles faussées, des autoroutes de données, des hackers, on doit penser à qui défend quoi. Et dans les cyberespaces et même dans l'espace physique, il y a toutes sortes de choses pareilles. Nous percevons des confrontations dans tous ces espaces. La question était si l'Europe, l'Union européenne, faisait assez. Selon mon approche, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, et d'ailleurs je peux parler plus longuement de ce dernier, puisque jusqu'à une année et quelques mois, je m'occupais surtout de ce dernier. Je crois donc que ni l'un ni l'autre n'en font assez. Il y a quelques mois, j'ai écrit d'ailleurs un article où je parlais du fait que quelques 80% des ressources dépensées pour la sécurité et la défense, à savoir des ressources humaines, le temps et l'argent, se concentrent sur les capacités conventionnelles, dures, lourdes. Moi, j'ai été élevé dans cette région et je connais l'importance de ces éléments-là, mais je crois qu'il faut équilibrer l'allocation de ressources et se pencher aussi sur ce nouveau type de menace qui se pose contre nous au même moment où nous en parlons. Cela doit se faire autant à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de l'OTAN et des États membres qui doivent penser tous à des stratégies, des plans d'action et les capacités de développement en la matière. Merci. Permettez-moi de parler en roumain, puisqu'il s'agit de questions importantes et je veux m'assurer de cela. Vous savez que la Roumanie s'est engagée à contribuer à 2% pour la dotation. Et tout en parlant de la Roumanie, nos programmes de dotation en sont dynamiques. Monsieur Ducalo le mentionnait d'ailleurs et je dirais que 40% de nos programmes pensent aux capacités classiques de combat, mais nous pensons également
à ces capacités intelligentes, smart. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans des zones de guerre en ce moment représente un élément dynamique contre lequel il faut lutter. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous savez, si vous regardez des films, des documentaires sur les chaînes comme Discovery ou National Geographic sur la Première Guerre ou la Deuxième, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très intensif du point de vue de la main-d'œuvre. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plus en plus d'équipements, de machines. Il y a les drones qui font l'accueil d'informations pour des plateformes avec des systèmes offensifs et qui d'eux-mêmes représentent la réalité. Je suis sûr qu'il y aura des luttes contre ces éléments-là, ou des éléments pour contrecarrer tout cela. Il y aura des solutions. Après tout, de tels instruments sont des plateformes et il y a donc toutes sortes de choses. N'oublions pas que le programme qui aide les compagnies à contribuer, à collaborer sur des projets de défense de l'Union européenne pourrait inclure des personnes, des entités qui seraient intéressées par de tels éléments. Bien sûr, il nous faut réagir tout de suite puisqu'on est là sur le champ de bataille et on en est confronté. Mais on commence ensuite à élargir le cadre des choses et à y penser. Donc, je suis sûr que cela va arriver, c'est inévitable. Mr. Mikko Savola. Monsieur Mikko Savola, je suis très heureux de vous revoir à Bucarest. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai un commentaire et une question pour le ministre de la Défense. Tout d'abord, comme chef de la délégation finnoise, je voudrais vous remercier d'avoir parlé de notre travail contre les menaces hybrides dans votre discours. Mais si on revient à la coopération de l'OTAN et de l'Union européenne, pour ce qui est des menaces hybrides, il y a un centre à Helsinki qui pourrait être employé plus, en effet. Alors, j'ai une question pour Monsieur le ministre de la Défense qui porte sur la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Monsieur Lech, pourriez-vous parler plus de la présence de l'OTAN dans la région de la mer Noire, y compris du point de vue de la coopération avec l'Union européenne? Merci. Am spus de fiecare dată când am avut ocazia. Je l'ai dit chaque fois que j'en ai eu l'occasion, ce que fait l'Union européenne ne devrait pas redoubler d'efforts ou, au contraire, diminuer ce que fait l'OTAN, les activités de cette deuxième. On ne devrait non plus doubler les structures de l'OTAN. Notre position est celle d'un État du flanc oriental, de la zone orientale de l'Union européenne d'un côté et de l'OTAN de l'autre. Et nous considérons que le pylône principal de l'OTAN, c'est les États-Unis. Nous essayons de renforcer cette relation. Nous sommes à côté de l'Union européenne pour toutes ces initiatives en mesure de contribuer à ajouter de la valeur à ce qui se passe au sein de l'OTAN. Je voudrais en outre dire que la présence des États-Unis et de l'OTAN en Roumanie en ce moment, à côté des autres alliés de l'Union européenne, en est une qui est très importante, très consistante, vu aussi le grand nombre d'exercices qui prouvent l'interopérabilité des alliés. C'est pourquoi tous ceux qui se passe au sein de l'Union européenne d'un côté et de l'OTAN de l'autre doit être complémentaire. Merci. Well, you know, I would... Vous savez, voilà ce que je veux vous dire. Je crois qu'il y a une certaine division du travail entre l'OTAN qui s'occupe de la défense étrangère et l'Union européenne qui est équipée mieux pour la sécurité intérieure.
je crois qu'il y a la possibilité pour les deux organisations de coopérer à la mer Noire. Et les deux organisations devraient également coopérer pour assurer un suivi, un monitoring de la zone. M. Dukaru est d'ailleurs le chef d'une agence qui est engagée dans ce processus et je crois que ça va continuer. Il y a également quelque chose d'autre qui est important, à savoir le fait qu'on pourrait employer le Danube pour la mobilisation militaire. Il s'agit de quelque chose de très important. On ne devrait pas construire le Danube. On ne devrait pas arrêter les bateaux, les vaisseaux à tous les 100 km. Donc il y a une valeur, une logique à utiliser le Danube pour la mobilité militaire. Et en ce faisant, nous parvenons à la mer Noire. Donc je crois qu'il est question au monde de ces zones qui seraient d'intérêt pour la coopération pour ces organisations-là. Merci. Merci, monsieur le professeur. Et maintenant, monsieur Ioannis Kefalogiannis de la Grèce, si je ne me trompe. Merci, monsieur le président. Je serai désagréable, mais permettez-moi de parler de quelque chose qui est assez important pour cette session. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de très important pour cette conférence parlementaire. Il s'agit du fait que pour la troisième fois de suite, la représentante, Mme Mogherini, ne serait pas présente. Elle n'était pas présente à Vienne, elle n'était pas présente à Sofia. Je crois que ça prouve le manque de respect et c'est inacceptable pour les membres du Parlement. Et ça prouve le manque de respect pour ceux qui ont beaucoup travaillé pour l'organisation de sa conférence. Je me demande à comment on pourrait s'attendre à ce que nos gens nous respectent les hommes politiques lorsque les politiques ne respectent pas les parlementaires. Alors je vais m'abstenir, mais je voudrais entendre les propos de M. Pașcu, qui est également Parlement et membre du Parlement européen, et je voudrais entendre son commentaire là-dessus. Merci. Permettez-moi de commencer en disant que le haut représentant et vice-président de la Commission n'est qu'une personne qui est la seule personne à laquelle les traités permettent de porter 2 titres. Vous savez que tout le monde veut qu'elle soit présente. Il y a beaucoup de situations, et surtout au début, c'était le cas au moment du mandat de Mme Ashton, Lady Ashton. Voilà, M. Belder est là. Un autre collègue, on n'était pas satisfait, on n'était pas content du fait que Mme Ashton n'était pas capable d'être à côté de nous à Strasbourg pour les sessions plénières. Mais par la suite, on a découvert qu'il lui était impossible du point de vue physique. Mais pour ce qui concerne Federica, elle y sera. Si nous voulons profiter de sa présence, on peut rester et regarder l'intervention durant la session qui suit. Lorsque j'ai vu qu'elle était présente par le biais d'une connexion vidéo en Autriche, je me rappelle avoir dit à des amis que ce serait la même méthode à Bucarest. J'ai su que Bucarest allait héberger ce forum vu la présidence. Alors, je crois qu'on devrait avoir une approche pragmatique. Si nous voulons avoir ces opinions, pouvoir poser des questions, est-ce que cela compte qu'on ne le fait pas du point de vue physique et qu'on emploie les méthodes vidéo? Imaginez-vous ce que ça serait aux États-Unis si les vidéos n'étaient pas acceptables pour autant de conférences. Il y a une telle utilisation. En Europe, on n'en est qu'au tout début de ce système. Inévitablement, je crois que nous en observerons les avantages. N'oublions pas non plus, comme je l'ai dit au début, qu'elle sera présente à Bruxelles le 2 avril et que vous serez à même de la voir en personne. Je ne peux qu'espérer qu'elle va présenter un discours important tout en répondant à beaucoup de problèmes. J'en serai le modérateur et je peux vous dire que j'essaierai de prendre en compte les interventions, les questions de la plupart des membres des parlements nationaux possibles. Je sais que vous n'avez pas autant de chances de la voir comme nous à Bruxelles
Et alors, je vais vous demander de m'excuser, d'excuser les collègues du Parlement européen si je demanderai aux collègues des parlements nationaux de poser des questions durant la session qui suit. Merci. Merci, en effet. Je crois que nous avons fait vraiment le tour de toutes les questions et commentaires. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, je crois que pour 1 minute, je peux vous donner la parole. Si jamais vous voulez ajouter des choses, je regarde monsieur le professeur Pașcu. Et alors, une seule phrase. Je voudrais vous dire sur le découragement, parce qu'il s'agit de quelque chose de critique. C'est pourquoi j'ai parlé de la région de la mer Noire. Monsieur Ducaru, vous avez la parole. Je voudrais également faire référence à quelque chose de très important pour le travail des parlementaires pour le futur. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité, mais également de la manière de mettre de la législation, de faire des réglementations, vu les nouvelles technologies et l'effet d'un point de vue sur la sécurité et de notre point de vue sur notre vie, sur nos vies. La sécurité à l'intérieur et à l'étranger sont liées plus que jamais et il nous est très difficile de faire une distinction claire entre ce que veut dire la paix et ce que veut dire la guerre. Tout le système international, le système juridique après la Deuxième Guerre est fondé sur cette distinction avec l'article 50 du traité et ainsi de suite. Il y a toujours eu une sorte de zone de superposition un peu confuse, un peu floue. Et nous devons commencer à penser à ce que cela veut dire d'agir au-delà du seuil de violence. Et pour ce faire, je crois que l'étude des nouvelles tactiques et des nouvelles technologies est importante, non pas seulement en termes de sécurité pure et dure, mais du contenu social, du tissu social de nos sociétés, ce qui en est la clé. La compréhension de cela nous permettrait de créer des principes, des normes et des réglementations en la matière. C'est pourquoi je crois que l'Union européenne aurait un avantage comparatif grâce à son pouvoir intelligent. Par exemple, avec le cadre de protection, la loi de protection des données, on a vu cette approche de modèle de l'Union européenne qui tend à devenir la norme à travers le monde. Et je n'en donne là qu'un exemple, mais il y en aurait beaucoup plus. Il y a beaucoup de pouvoir, instances de pouvoir intelligent en Europe. Merci et permettez-moi de formuler une conclusion en 2 minutes. Je voudrais revenir sur la présence physique, l'existence physique de la mer Noire. C'est en fait l'UE a une certaine responsabilité vis-à-vis de la région de la mer Noire parce que on a entendu dire ici, faire mention ici de la route de la soie. La Chine va plutôt par la Turquie que par la Russie. Nous savons bien que la Russie prend des décisions qui illustre son inclination vers les mers chaudes, la Méditerranée et peut-être même plus loin. Et cela signifie une division de notre vie. Le pouvoir en force signifie les instruments et les armes. Notre message en fin de cette session est que l'UE devrait jouer un rôle plus actif, adopter une stratégie pour la mer Noire pour ne pas laisser de côté des facteurs impliqués et cela
peut risquer le développement de conflits qui seront difficiles à gérer à l'avenir. Nous avons vu la présence de contingents militaires dans cette zone de la mer Noire. Et sur cette note, je conclus cette session. Je vous remercie. Je remercie à tout le monde. Je remercie les intervenants. La discussion a été excellente. Merci.